La séquence qui va suivre est intitulée « Une relecture du projet européen » et est présidée par Jean-Baptiste François, journaliste à La Croix, principal partenaire des Semaines sociales de France. Bienvenue Jean-Baptiste, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Ça l'arsène un peu, je pense, parce que je suis trop près du micro. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Baptiste François, journaliste à La Croix. Quelle Europe voulons-nous? C'est à Enrico Letta, qui est ici avec nous, que revient la question. Donc c'est une personne de choix qui va nous introduire ce sujet. C'est pas facile. Enrico Letta, je pense que c'était un visage connu pour beaucoup d'entre vous. Bon, bien sûr, il est président de l'Institut Jacques Delors, mais c'est aussi un homme politique, une grande figure européenne. Enrico Letta, si vous voulez bien venir me rejoindre, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez prendre un micro. Enrico Letta, bonjour. Donc, vous n'êtes pas seulement le président de l'Institut Jacques Delors, vous êtes une figure politique italienne, ancien Premier ministre en 2013-2014. Vous êtes engagé au niveau européen à plusieurs regards, et je dirais même que votre parcours est européen, puisque vous êtes natif de Pise, mais que vous avez passé une partie de votre enfance, de votre jeunesse à Strasbourg, ce qui explique votre français parfait. Et donc vous êtes également l'auteur d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Faire l'Europe dans un monde de brut » aux éditions Fayard, que vous avez co-rédigé avec notre ancien confrère Sébastien Maillard. Et donc, vous faites partie, Enrico Letta, de ces figures qui sont optimistes, qui défendent l'Europe et qui pensent, comme le président de la République française, qu'il y a une fenêtre d'opportunité à prendre, qu'il faut réagir et qu'un projet reste possible pour l'Europe. Et on va vous demander quelque chose qui n'est pas facile en introduction. On va vous demander à la fois de défendre l'Europe, mais ça vous savez le faire, mais en même temps d'y joindre une dimension critique. Et il y a quelque chose dans votre propos que j'aime bien, c'est les âges de l'Europe. Donc elle a eu bien sûr sa naissance, elle est née après la guerre, elle a grandi, certains diront trop vite, c'est parfois une critique. Et elle est arrivée là au moment de l'adolescence, c'est ce que vous dites, et qu'elle doit grandir quelque part. Donc je vais vous laisser la parole assez rapidement pour que vous puissiez exposer à quel moment de l'Europe nous sommes, et surtout, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle n'est pas en crise d'adolescence quelque part, cette Europe, dans son identité? Enrico Letta, je vous laisse la parole. Merci. Merci, je suis ravi d'être ici parmi vous. C'est un grand honneur pour moi. Jean-Baptiste a rappelé mon enfance strasbourgeoise. Je vous raconte un petit épisode qui peut-être va vous amuser, mais ça donne l'idée de ce que ça veut dire. Quand je suis devenu Premier ministre en Italie, j'ai tout de suite fait un voyage européen, Bruxelles, Paris, Berlin, le jour après l'élection, pour donner tout de suite l'idée que c'était là mon âme et c'était là l'idée de ce que je voulais de mon pays. J'arrive à l'Élysée et le président de la République sort une lettre. Et cette lettre était la lettre de mon institutrice de l'école de la rue Brûlée de Strasbourg, la doctrine chrétienne. Et dans cette lettre, c'était écrit « Monsieur le Président de la République, vous pouvez faire confiance en ce jeune homme. Il a été élevé selon les bons principes, donc vous pouvez travailler avec lui. » Je conserve toujours cette lettre dans mon cœur. Ça donne l'idée de ce que ça veut dire le suivi des temps. Je vais chercher de vous proposer
une réflexion sur l'Europe, sur le futur de l'Europe, en partant du grand changement qu'on est en train de vivre. Parce que si on ne part pas de là, difficilement on se dit pourquoi aujourd'hui l'Europe est dans les problèmes, pourquoi aujourd'hui l'Europe a tant de difficultés et pourquoi nous tous, nous sommes tellement dépaysés dans le monde d'aujourd'hui. Et peut-être le meilleur début est celui avec le raisonnement qu'on a fait il y a 3 semaines au Vatican, la Comesse, la organisation qui met ensemble les évêques d'Europe, présidée par un cardinal qui a un nom important, c'est le cardinal Marx, allemand, très bon. Il a organisé cette rencontre avec le pape. Il y avait une délégation française importante. Et dans cette rencontre, on s'est dit, quel est le changement qu'on est en train de vivre? Et à la fin, ça a été facile de trouver tout de suite une des clés importantes de ce changement. C'est une clé qui est liée en parallèle l'histoire de l'Europe et les choix des papes. Les choix des papes. L'Esprit Saint existe dans le choix des papes et dans l'évolution de l'histoire. Et j'en prends 3 qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 70 ans. Le pape Roncalli, Jean XXIII, le pape Wojtyła, Jean-Paul II, et le pape François, le pape Bergoglio. Le premier, un Italien, européen de l'Europe, des pères fondateurs de l'Europe, le père du Concilio Vaticano, le père de la paix entre l'Est et l'Ouest, d'un monde qui était marqué par cette séparation. Son magistère, le magistère de la paix entre les 2 grands blocs. Jean-Paul II, le pape venu de l'Est, le pape qui a anticipé la chute du communisme et la réunification des 2 Europes. Le pape François, le pape venu dalla fine del mondo, comme il a dit son premier jour. Le pape qui vient de la fin du monde, le premier, on pourrait dire, pape non européen, qui vient de très loin et qui nous parle à nous, les Européens, avec un langage complètement différent. Il nous dit notre rôle, notre responsabilité dans un monde qui n'est plus eurocentrique. Cette petite évolution historique, l'histoire des papes, leur magistère, et ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, nous fait comprendre tout de suite quel est aujourd'hui le grand cadre sur lequel nous devons raisonner sur l'Europe d'aujourd'hui. Madame, vous avez raison quand vous parliez du fait que les raisons sont toujours valables. La paix, elle est là, aujourd'hui encore. Mais on sait très bien que la question clé est aujourd'hui le fait que, quand l'Europe a démarré, le rôle de l'Europe dans le monde était complètement de ce que c'est le monde d'aujourd'hui. Et donc, si on continuait à imaginer le futur de l'Europe avec la même intensité, les mêmes idées qui étaient celles avec lesquelles on a commencé, ce serait vraiment une idée ancienne, poussiéreuse, qui ne serait pas en condition de parler aux gens d'aujourd'hui, des problèmes d'aujourd'hui. Je vous cite 2 points, 2 exemples, qui sont, de mon point de vue, les points clés de ce discours. Et puis je vais venir à la question de comment aujourd'hui réenchanter, donner du souffle à l'Europe. Les 2 points essentiels sont quel était l'état du monde quand l'Europe a été faite? Je pense qu'on se rappelle de ça. Quel était l'état du monde quand l'Europe a commencé? C'était un monde dans lequel l'Europe était le centre de tout.
Nos cartes géographiques nous racontent de ça. On a encore aujourd'hui dans nos classes à l'école des cartes géographiques qui sont faites à l'européenne. La clé pour voir si une carte géographique est faite à l'européenne est non seulement de voir si l'Europe est au centre, au milieu de tout, et puis d'un côté l'Asie, de l'autre côté l'Amérique, mais aussi de voir une petite chose. Dans nos cartes traditionnelles de Mercator, on a le Groenland, énorme, très grand, et l'Afrique, petite. Si vous regardez les cartes qu'on a à l'école chez nous, on a le Groenland qui est grand presque comme l'Afrique, parce que c'était les cartes qu'on faisait, nous, les Européens. En vérité, l'Afrique est 14 fois plus grande que le Groenland. Mais elle est mise dans un lieu où nous, qui sont le centre, on la met un peu plus petit. Quand on a commencé, c'était, on se rappelle très bien ce que c'était le monde. Le monde était à 3 milliards d'habitants, 3 milliards de gens. Et dans quelques années, le monde va avoir 10 milliards de gens, de 3 milliards à 10 milliards, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une génération. Un changement de telle portée n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, dans une génération de 3 milliards à 10 milliards. Et le pape François nous rappelle, avec la Laudato Si', que l'Europe était une pour nourrir les 3 milliards, elle va être une, la même, pour nourrir 10 milliards. Et ça nous fait comprendre pourquoi la question environnementale du climat est si importante que ça. Mais dans ce discours sur le passage de 3 milliards à 10 milliards, il y a une autre considération à faire. Nous, les Européens, on est restés les mêmes en tant que poids démographique. On est restés les mêmes. Donc, quand le monde était fait de 3 milliards, nous, on était, nous les Européens, 1 sur 6 dans ce monde, 1 sur 6. Dans le monde des 10 milliards, on va être 1 sur 20. Et je pense que ça, déjà, ça fait une belle différence. On était 1 sur 6, on va être 1 sur 20. Et je pourrais la raconter d'une autre façon. On passe de 3 à 10. Qui sont les 7 milliards de gens qui se sont ajoutés dans l'espace d'une vie? Aucun d'entre eux est européen. Les 7 qui se sont ajoutés sont tous asiatiques, américains, africains. Ça, c'est la vie qui a changé, le monde qui a changé devant nous. Et ce n'est pas seulement la démographie, on pourrait parler du poids économique et politique. Quand, près d'ici, au château de Rambouillet, que vous connaissez tous, j'imagine, les 2 présidents de la République, Giscard d'Estaing et Schmitt, en 1974 et 1975, ont donné naissance au Conseil européen, la réunion des chefs de gouvernement et d'État. L'Europe était à 9. Il y avait 4 grands pays européens. Le Royaume-Uni venait d'entrer, donc la France, l'Allemagne, l'Italie. Et donc la réunion des 9, et ils avaient dit, mais il faut faire aussi une chose au niveau global. Et ils avaient inventé le G7. Ils avaient dit, les 4 grands, on se rencontre avec qui? Les seuls 3 autres qui existent dans le monde et qui sont plus puissants. Le Japon, les États-Unis, le Canada. Et donc le G7. C'était les 7 plus grandes puissances économiques du monde. Et l'autre critère, c'était toutes des démocraties libérales. Alors, quand je vous dis que quand le monde de 10 milliards sera fait par 1 Européen sur 20, je vous dis aussi que dans 10 ans, si on devait refaire la liste des 7 pays plus importants du monde, avec les mêmes critères que Giscard et Schmitt avaient employés, il n'y aurait aucun pays européen dans la liste des premiers 7. Aucun. Ne le dites pas aux Allemands, parce qu'ils n'ont pas encore compris, mais eux aussi, ils ne seront pas parmi les 7. Ils seront le 8e. La Corée du Sud les aurait dépassés, l'Indonésie, le Brésil,
Les 7 seront tous venus de la fin du monde, comme le pape. Et autre petit particulier, détail, pas secondaire, ce ne seront pas toutes des démocraties libérales comme celles que on pense chez nous quand on parle de démocratie libérale. Le grand changement du monde. Alors, quelle est notre idée, notre rôle, notre pensée sur le futur et où est l'Europe là-dedans? Et j'entre dans ma deuxième partie et je vais m'arrêter rapidement pour discuter avec vos questions et vos réponses. Si le monde a changé de cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec nos idées de toujours, on continue à penser que nous, on est toujours le centre de tout, on continue à faire l'Europe comme on l'a faite auparavant, ou on pense que ce changement est en train de dépayser, de créer un grand dépaysement chez nous, est en train de créer un problème de mission de l'Europe. Et alors, quel est le point? Et là, je vous dis ce que je pense. Je pense qu'il faut vraiment changer le logiciel de ce que nous faisons de l'Europe, sur l'Europe, et de ce que nous pensons sur l'Europe par rapport à nos citoyens, à nos concitoyens. L'Europe ne peut plus être conçue comme une puissance économique et militaire qui est au centre du monde et qui est autosuffisante. L'Europe ne peut plus se concevoir comme ça. L'Europe doit se voir comme un lieu qui est le lieu le plus attractif du monde. Encore aujourd'hui, chaque homme et femme pense, espère que son fils puisse grandir en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a de la richesse. Il y a de la richesse aussi dans d'autres parties du monde. Ce n'est pas une question de richesse. L'attractivité de ce que nous avons créé chez nous est quelque chose de plus. Et je voudrais travailler mes minutes finales sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est que notre attractivité? Et pourquoi nous sommes en train de la perdre avec les Brexit, avec tout le reste? Parce que nous avons peur de ce qui se passe dans le monde et nous pensons que l'intégration, nous pensons que l'ouverture, nous pensons que l'idée européenne est quelque chose qui n'est pas un bouclier, qui ne nous protège pas, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué de comprendre. Alors, mon point à moi, c'est qu'on doit reconsidérer, comprendre, vivre cette idée d'Europe comme puissance de valeur. Et quand je parle de puissance de valeur, je ne parle pas de quelque chose de simple à définir, ou de poussiéreux, ou de ancien, ou qui n'a aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Je pense de la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous donnons, je pense, trop de fois pour acquis le sens de nos valeurs. Le fait que nous sommes le seul continent au monde où les valeurs que nous défendons, que nous définissons et nous appliquons, ils sont tous ensemble appliqués et là. Quand nous parlons de qu'est-ce que ça veut dire vivre parmi nous, entre nous, nous savons très bien que nous avons eu la chance de jouir, par exemple, d'un climat, d'un environnement, d'un paysage, d'une culture qui a été comme ça parce que des générations avant nous nous ont transmis tout ça. Et nous avons le devoir de faire ça avec nos enfants. Mais comment faire ça dans un monde de plus en plus connecté et globalisé? Je ne voudrais pas que mes enfants vivent dans un monde dans lequel le climat et l'environnement et les règles décidées par Trump et les Chinois. Franchement, non. Je suis prêt à me battre avec tout ce que je peux pour éviter ça. Et c'est une responsabilité à nous, les Européens. Parce que ce que quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin, avoir encore de l'influence dans le monde? On a fait déjà beaucoup de dégâts dans le monde dans le passé. On peut peut-être dire on veut vivre dans le paix, dans le calme, bien chez nous. Et ça, c'est le point. Le récit que je vous ai fait des changements du monde nous disent que ce discours
de se mettre à l'abri chez nous n'existe plus. C'est un discours qui n'a pas de sens, parce que désormais la connectivité, la mobilité, tout ce qui se passe fait en sorte que nous ne sommes pas en condition de nous mettre à l'abri chez nous, de continuer avec notre normale vie de toujours, de faire un peu comme le village d'Astérix, voilà, de mettre autour de nous, parce que le monde interconnecté, la mobilité et tout le reste fait en sorte que, ou bien nous sommes en condition de travailler avec nos valeurs sur l'influence dans le monde. J'ai fait l'exemple de l'environnement. Je pourrais en faire beaucoup d'autres. Je fais une petite liste. Les droits des travailleurs, la parité entre hommes et femmes, la liberté d'enseignement, la liberté de presse. Quand je parle d'un monde de brutes, je parle d'un monde qui, autour de nous, ne reconnaît pas ces valeurs comme les valeurs essentielles. Il y a un tiers du monde, un quart du monde, une moitié du monde que dans chacun de ces points, ne les reconnaît pas comme les points essentiels. La peine de mort, le refus de la peine de mort, le développement soutenable. Le point essentiel, je pense, chez nous, est celui de comprendre qu'on ne peut pas rester seulement à l'idée que chez nous et entre nous, on vit bien. Il faut travailler sur cette influence dans le monde de demain. Il y a des enjeux, l'environnement, le commerce, les règles sur la finance, sur lesquelles, ou bien nous les Européens, nous sommes en condition de gagner cette bataille, le social, ou bien ce sera le reste du monde qui va nous transformer. N'avez-vous jamais entendu, dans les discours qu'on fait chez nous, dans nos vies quotidiennes, concrètes, des discours qui commencent à entrer comme ça, à la fin, ce Poutine, cet Erdogan, pof, oui, il est un peu dur, mais enfin, j'échange volontiers un peu d'espace de participation avec plus de sécurité, compétitivité, que les choses se fassent, c'est mieux. Quand on commence à entrer dans cet esprit, on perd tout de suite la bataille culturelle, qui est celle de dire que l'espace démocratique, nos valeurs, ne sont pas incompatibles. Au contraire, ce sont la clé pour croissance, bien-être et une possibilité de coexistence pacifique entre nous. Et alors, ma conclusion, avant d'en parler, est celle de dire qu'on est dans un enjeu et dans un débat, dans un combat culturel d'influence et d'idées qui est terriblement difficile parce qu'il faut parler le langage de la vie. On a vu des images de personnalités qui représentent un peu les extrêmes, qui représentent ce que c'est le anti-Europe. Le message facile de dire on n'en veut pas de gens qui viennent des autres pays, on veut rester entre nous. On veut rester avec nos valeurs, on veut rester avec notre façon de vivre. Donc l'Europe, ce lieu d'intégration, on n'en veut pas. Ce message est très simple, il passe. Mais ce message doit être, de mon point de vue, doit trouver une réaction qui soit capable de parler le même langage de la vie. Si je trouve un grand problème, et je parle de moi-même, de ceux qui sont les européistes, ceux qui veulent l'Europe, ceux qui font l'Europe, on parle un langage qui, trop de fois, est incompréhensible par les gens, qui n'est pas le langage de la vie. On parle un langage dans lequel la possibilité de toucher les points liés à la vie concrète de chaque personne, les droits d'un travailleur, la liberté d'enseignement, le droit de la presse, la liberté de la presse, les questions liées à l'égalité homme-femme, la question liée à l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas des discours abstraits, que c'est le futur de mon enfant, de mon petit-enfant qui est là? Et tout ça pour vous dire que seulement si nous, les Européens, on est unis ensemble, on va être influents dans un monde dans lequel, sinon, la rencontre de la semaine passée en Chine
entre Xi et Trump sera ce que c'était en 74-75, ce que Schmitt et Giscard avaient créé à Rambouillet. Et nous savons que nous avons toute la force, l'attractivité, la créativité de faire en sorte que le futur du monde soit encore un futur dans lequel l'Europe, bien que plus petite, bien que différente du passé, doit avoir la responsabilité que le pape François, en venant de la fine del mondo, nous dit. La responsabilité de faire en sorte que ces valeurs deviennent non seulement les valeurs européennes. Cette bataille d'influence est la bataille d'une génération, de cette génération et des prochaines générations. C'est une bataille compliquée, il faut la jouer, il faut la mener avec les nouveaux moyens des réseaux sociaux, de l'Internet, de la connectivité, du langage. Donc il faut être là avec une force majeure. Mais à la fin de tout, la raison reste la même de la petite histoire que j'ai toujours trouvée la vraie raison pour laquelle on fait les choses. C'était la petite histoire qu'on me racontait. Naturellement, elle est liée à mon pays, mais je pense que vous pouvez tranquillement la appliquer à la France, d'un voyageur, et je conclus sur ça, qui passe dans une des centaines de villes du Moyen-Âge dans mon pays, ou en France, et il voit deux travailleurs, de maçons, qui sont en train de empiler des pierres sur la place centrale. Et ce voyageur demande à ces deux travailleurs, ces deux maçons, « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et un de deux, triste, lui dit, « Tu ne vois pas ? On est en train d'empiler des pierres. » Et il reste triste. L'autre, avec le sourire, lui dit « Je participe à la construction de la cathédrale de ma ville. » Et il est en train d'empiler des pierres, lui aussi. Mais il met ce geste dans un projet de longue durée. Et ce geste d'empiler des pierres pour faire la cathédrale de sa ville donne sens au geste en lui-même, à son travail et à la fin à sa vie. On a perdu le sens de construire des cathédrales, des projets de long terme qui sont pour nos enfants et pour leur futur. L'Europe aujourd'hui doit être reconduite à cette idée, non pas à l'élection de demain, mais au sens de ce grand projet de long terme. Et à la fin, je lis facilement les cathédrales à l'Europe parce que c'est ce qui est resté de notre civilisation du passé et c'est ce que nous, en tant qu'Européens, nous devons laisser aux générations futures. Et l'Europe, avec ses valeurs, avec cette puissance de valeurs, est, je pense, la meilleure raison pour s'engager dans une bataille qui est avant tout une bataille culturelle. Merci. Merci. Merci Enrico Letta. Merci pour cette démonstration éloquente dans laquelle, au fond, vous nous dites qu'on n'est plus grand-chose, peut-être un peu trop européano-centré, et qu'on doit se définir aussi en fonction des dangers, des risques extérieurs. Et avant de donner la parole aussi aux questions, peut-être une question, Enrico Letta, sur cette question d'Europe qui serait une nécessité. Ça, on comprend bien pourquoi on doit le faire, et c'est au cœur de votre argument. Vous le déclinez sur le plan démographique, on ne sera pas grand-chose, sur le plan politique, sur le plan économique. Ça ne répond pas encore exactement à la question du désir d'Europe. Quelle Europe voulons-nous? C'est vrai qu'on peut le comprendre de différentes façons. Il y a le
la volonté comme désir d'Europe, vouloir l'Europe, et aussi le nous de la cohésion, de qu'est-ce que nous sommes ensemble. Et je sais que vous avez également réfléchi à ces questions-là. Je voulais peut-être lancer les débats autour de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, quel serait ce nous européen? Je pense que la question... Je pense que la question nous appelle à un aspect lié à l'éducation et à la pédagogie, qui devient aujourd'hui de plus en plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous être européens et quel genre d'Europe on veut construire? Je pense que la question clé est liée au fait que le plus grand succès européen a été, on le sait très bien, du point de vue des outils concrets, l'Erasmus. C'est un des produits de l'époque Jacques Delors. Et ce projet Erasmus avait l'idée de dire il faut que les gens se connaissent, se rencontrent. Quand on se rencontre, quand on fait connaissance l'un de l'autre, on comprend ce que nous unit. Et je me rappelle d'avoir rencontré quelques jours, quelques semaines avant sa mort, un grand écrivain italien qui est Umberto Eco. Et la dernière chose que j'ai appris de son immense savoir était cette idée de dire, et de nous passer, à nous plus jeunes, de dire il faut travailler sur la connaissance. Toutes les guerres sont toutes issues d'un manque de connaissance. Et on voulait à tout prix laisser la connaissance la plus basse que possible parce que le manque de connaissance fait en sorte qu'on puisse déchaîner la haine par rapport à des gens qu'on ne connaît pas. Si on les connaissait, c'était totalement différent. Alors la question clé aujourd'hui, si vous me demandiez quel est un grand projet sur lequel travailler, je pense que la question de la connaissance entre nos jeunes, entre nos familles, entre nos sociétés, est la question essentielle. Et quand je dis la question de la connaissance, ce n'est pas la question de faire des vacances en Grèce, en Italie ou dans les lacs de Finlande, c'est autre chose. C'est la question de voir que nous, les Européens, nous sommes à la maison dans chacune des autres villes européennes. Je vous le dis naturellement en partant de mon expérience personnelle. Et pour moi, c'est facile. J'ai été enfant à Strasbourg. C'était la période des vers de Rocheteau, Platini et tout ça. Donc, je suis resté un peu avec le Saint-Étienne dans l'âme. Mes enfants, aujourd'hui, sont à Paris avec moi. Ils sont plutôt dans d'autres couleurs parce que ça fait plus cool aujourd'hui d'être dans d'autres couleurs de football. Mais je sais ce que ça veut dire, vivre dans des villes européennes en sachant, oui, la langue est différente, mais on est à la maison. Et donc, la réponse à votre question, c'est que je pourrais faire toute une longue liste de choses à faire, de choses à changer, le budget de la zone euro, la question du Fonds monétaire européen, la question de Banking Union. Je vous pourrais faire une longue liste. J'en suis sûr que vous allez parler de ça dans ces 2 journées. Mais je pense qu'à la fin, le vrai défi est un défi culturel et pédagogique. Parce que nous sommes en train d'entrer dans une phase de la vie dans laquelle la vraie question est l'accélération de la mondialisation qu'on est en train de vivre. Je ne parle pas de mondialisation. On connaît la mondialisation depuis 25 ans. Ce n'est pas la mondialisation. La question clé est l'accélération de la mondialisation. Et le fait que dès qu'on a eu tous ces instruments dans nos poches, nous avons dans nos poches, nous ne le savons pas, mais on m'a dit, moi je n'en connais rien, mais on m'a dit que cet instrument a 1000 fois plus de puissance que l'ordinateur qui a envoyé à Cape Canaveral l'homme sur la Lune. Et si, quand je pense à ça, que ce truc-là, et moi j'emploie un 0,0000 de ça,
Mais la puissance, qu'est-ce que ça veut dire cette interconnexion? Le fait qu'aujourd'hui, 18 novembre, il va y avoir, vous êtes en train d'envoyer des textos ici. On m'a dit que dans une journée moyenne, dans le monde, il y a 20 milliards de textos qui s'échangent. 20 milliards de textos. Et ce n'est pas seulement les textos. Et puis il y a 60 milliards d'autres messages qui s'échangent. Naturellement, ça fait comprendre ce que ça veut dire en termes de grands changements. Alors ce changement, cette accélération, quel est l'effet de tout ça? On est dépaysé. On vit un sens de dépaysement. Parce qu'on voit cette mobilité, l'émigration, tout ce qui se passe dans le monde, on voit tout ça en direct. On est dépaysé. On est un peu frustré, on a peur et donc la crainte de perdre nos identités. Je pense que la question clé aujourd'hui est la question des identités. Je vous fais un petit exemple, je termine tout de suite sur ça. Mais pour dire qu'est-ce que ça veut dire les identités et donc les émotions, la politique. On a vu les images de l'Espagne et de la Catalogne. Dans mon cours à Sciences Po, j'ai mon cours avec 90 étudiants qui viennent de tous les côtés du monde, asiatiques, chinois, japonais, américains. Et le jour, j'ai mon cours était le jour après le référendum, disons, soi-disant illégal du 1er octobre. Et le jour après, je suis entré, figurez-vous, le titre du cours de ce jour-là était la gouvernance de la zone euro. Donc pas une chose vraiment attrayante. Et les étudiants m'ont dit, écoutez, on doit parler de la Catalogne aujourd'hui, parce que le cours est sur l'Europe, on ne peut pas parler de la gouvernance de la zone euro aujourd'hui. Eh bien, j'ai dit, vous avez raison. Alors, on parle de la Catalogne, mais on commence par un référendum, ici en classe. Et donc, je vous pose, moi, à vous, une question. Et je vous demande de répondre avec votre estomac. La question est, êtes-vous pour Madrid ou pour Barcelone? Ce sont des étudiants de master en relations internationales, vraiment les meilleurs étudiants qu'on peut avoir en échange des meilleures universités du monde. Donc, formellement, en posant ce référendum aux meilleurs étudiants qu'on pourrait avoir en relations internationales, la réponse devrait être, pour promouvoir ces étudiants, 90 disent Madrid et 0 disent Barcelone. Du point de vue légal, c'est comme ça. La réaction a été 45 d'un côté, 45 de l'autre. Et à la fin, les émotions, la politique, l'identité, tout ça devient beaucoup plus fort que tous les aspects légaux qui sont très clairs dans la question qu'on connaît. Et c'est exactement ce point, l'identité, la peur de perdre nos identités dans cette accélération de la mondialisation. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la question pédagogique, culturelle, et sur le fait donc que mon idée d'Europe est que l'Europe doit se pencher plus encore sur ce sujet. Parce que sur ces sujets d'éducation, de pédagogie, de culture, l'Europe est toujours en retrait, parce qu'on dit non, c'est aux États membres. Et à la fin, dans nos classes, on ne parle pas d'Europe. Dans nos classes, on ne fait pas ce qu'on devrait faire pour se comprendre mieux. Voilà donc une petite réponse. Merci. On va essayer de consacrer du temps aux questions maintenant. J'imagine que les textos ont commencé à affluer. Donc à la table des questions, on a Arnaud Broustet et Pierre-Yves Stucki qui se chargent de faire remonter les questions. Êtes-vous équipé d'un micro? Pouvez-vous au moins nous dire quelle est peut-être la coloration des questions qui sont arrivées, puis en proposer une tout particulièrement qui permet de lancer l'échange? On va rentrer tout de suite dans les questions. Monsieur le Premier ministre, beaucoup de questions donc et de remerciements pour votre exposé. Une question très directe.
pourquoi l'Europe est-elle encore tellement rejetée aujourd'hui? Et une deuxième question qui est peut-être liée. Vous avez peu parlé du social, vous avez en revanche parlé de l'enjeu de la croissance, mais de quelle bonne croissance parler? Ma réponse est, je pars par la deuxième. La question des droits des travailleurs est, je pense, une des grandes questions européennes et c'est une des forces de l'Europe dans le monde. Donc, je suis tellement convaincu que je cite le fait que hier, aujourd'hui, à Göteborg, les premiers ministres européens, le Conseil européen est en train de faire un pas important. C'est un pas fondamental de l'héritage de Jacques Delors. Jacques Delors, quand il était parti de la présidence de la Commission européenne, il avait laissé cette idée d'Europe sociale. Et après lui, les choses... Bon, il n'y a pas eu beaucoup de... Aujourd'hui, c'est un moment important parce que le Conseil européen est en train de lancer. Et je crois que c'est un passage très important. Mais je veux prendre quelques minutes sur la première question. Pourquoi l'Europe est tellement rejetée? Et en vérité, là, si vous me permettez, je parle surtout en tant qu'Italien. Parce que dans tous les eurobaromètres, dans tous les sondages, le pays dans lequel il y a plus de rejet aujourd'hui parmi les pays fondateurs, c'est l'Italie. Beaucoup plus que chez vous, en France. L'Italie qui était le pays le plus européiste, les traités de Rome, ça a été à Rome et tout le reste. Aujourd'hui, rejet. Et je me suis dit qu'à la fin, la question clé est la question qui est liée à ce grand changement du monde dont je parlais au début, mais surtout à l'aspect que nous, en Europe, on n'a pas été capable de faire bouger la réponse européenne par rapport à ces nouveaux défis. Et donc, ces grands défis, la peur de l'ouverture, la peur, le dépaysement, de perte d'identité, le chômage qui montait et qui monte, toutes ces difficultés, la peur de l'autre, toutes ces choses-là, avec une Europe qui n'a pas réussi dans les dernières années à bouger et à ne pas être perçue comme l'instrument froid de cette mondialisation. Je pense que là, c'est l'élément clé. Quand l'Europe est perçue comme l'élément froid de la mondialisation, elle est tout de suite vue comme quelque chose que si je n'aime pas cette mondialisation, je rejette. Et quand je dis l'Europe élément froid de cette mondialisation, je porte des exemples. L'Europe ne peut pas toujours être vue comme l'institution qui dit non. Trop de fois, on a par rapport aux citoyens, aux choses qu'on veut faire, l'Europe qui est là pour dire des non. Et ça, c'est à cause de la faiblesse des gouvernements nationaux qui cherchent toujours d'être eux ceux qui disent oui aux gens en sachant que ce n'est pas possible et c'est quelqu'un d'autre qui va dire non. Un manque de responsabilité énorme. Mais en même temps, tout ce qui a été la grande force de l'Europe des débuts, l'Europe qui parlait aux gens, tous, pas seulement aux gens qui parlent 3 langues, qui sont instruits, qui vont à l'université, qui voyagent, qui peuvent voyager d'un pays à l'autre et travailler dans un pays à l'autre. Non, l'Europe de ceux qui ne voyagent pas, l'Europe de ceux qui ne parlent pas 3 langues, de ceux qui veulent rester dans le village où ils ont toujours grandi. L'Europe, là, a perdu la voie. Et alors, ce n'est pas un cas. Si vous avez vos smartphones, je vous conseille d'aller voir la map, la carte du vote du Brexit, parce qu'elle est beaucoup plus forte de ce que je pourrais vous raconter. Vous prenez la carte géographique de comment le vote contre ou pour le Brexit était diffusé au Royaume-Uni. Et vous trouvez cette caractéristique. Toutes les grandes villes, elles ont voté toutes contre le Brexit. Elles étaient pour l'Europe. Toutes. Toute la campagne anglaise, naturellement je ne parle pas de l'Écosse, c'est un autre discours, mais toute la campagne anglaise, toute en faveur du Brexit, tous les petits villages. Et parmi les
villes petites et moyennes, seulement 2 contre le Brexit et en faveur de l'Europe. Vous savez le nom de ces 2 petites villes? C'est facile, Oxford et Cambridge. Donc les grandes villes universitaires, donc l'ouverture. Alors le point essentiel aujourd'hui est là. Et c'est un point sur lequel ce n'est pas seulement l'Europe qui est appelée à changer, c'est la politique. Parce que ce n'est pas très différent de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il n'y avait pas d'Europe aux États-Unis. Mais quand vous voyez, je dis seulement ce petit exemple, vous prenez la carte des États-Unis et vous voyez que toute la côte est et toute la côte ouest, elles ont voté toutes contre Trump. Et tout le centre des États-Unis a voté pour Trump. Et si je vous ajoute un petit exemple qui est, je pense, la clé de tout, la capitale, Washington, D.C. Savez-vous comment ça s'est terminé à Washington, D.C., le vote entre Trump et Clinton? Trump a pris à Washington, D.C. 7% des voix. Clinton a pris 93% des voix à Washington, D.C. Alors, la question clé est liée au fait que la politique aujourd'hui et l'Europe ne parlent plus ou a une grande fatigue à parler à tous ces milieux qui ne sont pas les milieux heureux d'une mondialisation que l'Europe interprète normalement très bien. Et donc l'Europe est très aimée par ceux qui sont ouverts, voyages, universitaires et tout ça, mais le reste. Alors, si vous me demandiez quel est le grand but de la prochaine législature européenne, je vous dirais il faut s'occuper de ce clivage. Il faut mettre sur la table des sommets européens et des outils européens, des idées européennes, des grandes idées pour l'Europe des régions, des territoires, pour l'Europe des gens qui sont liés et enracinés dans leur territoire. Il ne faut pas que l'Europe devienne seulement l'Europe des étudiants universitaires. Il ne faut pas que l'Europe devienne seulement l'Europe de ceux qui parlent 3 langues. Si on fait ça, je pense que la révolution commence et c'est une révolution positive. Merci. Nous avons de nouvelles questions qui ont été suscitées par votre proposition de passer d'une attractivité économique à une attractivité des valeurs. Ça a suscité beaucoup de réactions qui peuvent se classer en 3 groupes. D'abord, est-ce que c'est vraiment réaliste de se contenter d'un rayonnement sur les valeurs si ça ne s'appuie pas d'abord sur une solidité et une puissance économique qui n'est jamais acquise pour toujours? Et certains y ajoutent même la capacité d'intervention militaire dans le reste du monde. Deuxième grande série de questions, quelles sont ces valeurs? Comment est-ce qu'on peut les formuler et d'une manière qui suscite l'adhésion? Et troisième série de questions, une fois qu'on les a formulées, comment est-ce qu'on articule l'affirmation de ces valeurs avec une inspiration chrétienne assez évidente, avec cette devise de l'unité dans la diversité, à la fois en interne, et très concrètement, certains s'interrogent sur la place que l'on peut faire à des pays de tradition musulmane, et le cas de la Turquie est cité à plusieurs reprises, mais aussi avec le reste du monde, sans tomber dans un jeu d'affirmation compétitive des valeurs entre l'Europe et l'Asie, par exemple. Les maîtres du temps me signalent qu'il nous reste 5 minutes. Ok. Je vais faire la liste des valeurs la plus rapide de l'histoire. Voilà. Je ne pense pas, et je l'ai dit, que se battre pour une Europe puissance de valeurs soit alternatif à l'idée que l'Europe soit une puissance économique aussi. Je pense que la vraie question est celle de démontrer au monde qu'on peut être les deux choses ensemble, que la puissance économique aujourd'hui n'est pas contre l'espace de valeurs, l'espace démocratique, le droit des travailleurs et toutes les autres questions que j'ai posées auparavant. Et quand on parle de valeurs, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Je l'ai dit très clairement au début. La question, par exemple, du climat et de l'environnement est une question clé. Quand vous allez à Pékin, vous devez aller avec le petit masque. Sans le petit masque, vous ne vivez pas à Pékin. Je ne veux pas
que le futur de nos villes soit comme ça. Et là, c'est une question très concrète. Et Trump, sur l'environnement, dit des choses qui sont terribles. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans ce monde-là. Mais la question de la puissance économique, je reviens sur ce point-là, ne peut pas être touchée comme on l'a touchée jusqu'à hier. Pour une raison très simple. Et là, il y a un aspect auquel je souligne parce qu'il est très important. Quand je dis que le monde a changé par rapport à l'Europe, ça change aussi la façon dans laquelle on doit devenir puissance économique de demain par rapport à ce qu'on était. On était la puissance économique. Et je le dis dans un pays, la France, qui a vécu de champions nationaux. Chaque champion national français, champion économique national, était automatiquement champion européen et champion mondial. C'était ça il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que le poids de nos pays était comme ça. On entre dans un temps dans lequel, si je vous demande quel est le pays d'origine de votre smartphone que vous avez dans la poche, je pense que vous divisez en 3 groupes: Corée du Sud, Chine, États-Unis. Donc, c'est à la fin Samsung, Huawei, tout le monde américain. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un mobile européen dans sa poche? 1, voilà, il faut lui donner une prime à la fin de cette rencontre. 2, alors, le point essentiel est le fait que dans le monde d'hier, nos champions nationaux étaient automatiquement les champions mondiaux. Aujourd'hui, pour être champion européen et donc mondial, il faut qu'on ait les pieds dans plusieurs pays européens. Donc, le cas Airbus, par exemple. Airbus, France, Allemagne ensemble, c'est la façon pour, dans un domaine très compliqué, la construction des avions, on parlait d'avions au début, le capitaine, donc la question clé est, on peut battre Boeing seulement si on est tous les Européens ensemble. Sinon, on va avoir seulement des Boeing. Et ça va être, dans tout le domaine, ça va être comme ça. Je ne suis pas en train de dire que les SMEs ne vont plus avoir de rôle. Je suis en train de dire que dans certains domaines, nous, en tant que consommateurs, on ne choisit pas l'européen, on choisit celui qui marche. Et ça, c'est pour les voitures, pour les avions, les smartphones et tout le reste. Donc, la question clé, je vous fais l'exemple des télécoms, on en est là, pourquoi aussi? Et je termine là-dessus. Parce qu'on a une réglementation européenne qu'on doit changer, qui a été menée avec l'idée qu'il faut surtout fragmenter en Europe. Il ne faut pas aider les fusions, parce que les fusions, c'est contre le consommateur. C'est juste, mais il y a une limite. Et je vous fais l'exemple des télécoms. En Europe, on a, à cause de cette fragmentation, 4, 5 opérateurs de téléphone, de télécom, chaque pays européen. Donc on est 28, vous faites 4 fois 28 et vous avez, voilà, on a une centaine d'opérateurs télécom. Aux États-Unis, ils sont 3 et en Chine, ils sont 4. Donc, vous comprenez tout de suite que la dimension de l'opérateur américain et de l'opérateur chinois est 50 fois plus grande que la dimension moyenne de l'opérateur européen. Alors ça, on comprend tout de suite où est le problème. En termes de force, en termes de puissance sur les données, on sait tous très bien que les données, c'est l'or noir du futur, en termes d'influence dans le monde. Donc, puissance économique, il faut que là, on abat les frontières. Il faut qu'on cherche de faire en sorte que nos champions européens soient issus d'une coopération entre nos pays. Et là, le passeport ne compte plus. C'est pour moi facile aujourd'hui de faire des discours sur les questions italo-françaises. Ce n'est pas le cas de le faire aujourd'hui, mais je suis sûr que si on est intelligent, le futur est un futur de coopération industrielle française, allemande, Italie, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, France. Le futur est comme ça, parce que seulement comme ça, cette possibilité que l'Europe reste puissance économique
peut se lier à la question des valeurs dont on a parlé auparavant. Et là, chacun de nos pays doit faire un pas. C'est une question de culture, de politique, mais c'est une question aussi de Bruxelles, de la force de Bruxelles, de ce que Bruxelles peut faire. Et alors, je termine vraiment tout ce que je voulais vous dire avec une seule petite histoire finale, qui est celle liée à ce que ça veut dire Bruxelles. Dans le livre que je viens d'écrire, j'ai mis un chapitre qui est un peu fort avec le titre de « Débruxelliser ». Moi, j'adore Bruxelles, hein, mais il faut débruxelliser cette Europe. Je suis sûr, c'est une question clé. Parce que si l'Europe continue à être l'Europe qui est basée sur le fait qu'on donne l'idée qu'il y a une grande capitale, cette capitale a toutes les institutions européennes, tout se passe là, c'est un grand Moloch, tout cela. On dit, Bruxelles décide. On donne l'idée que l'Europe, c'est un super-État qui va effacer nos identités nationales. Et ça ne marche pas. Moi, je crois que l'Europe doit compléter nos identités nationales. Et c'est la plus forte idée du futur, la plus moderne, parce que le futur est un futur dans lequel je vous demande, est-ce qu'il y a un mot avec lequel vous pouvez définir ce que vous êtes? Moi, pas. Oui, naturellement, vous pouvez me dire, tu es italien. Oui, je suis italien. Mais je ne me sens pas complété dans cette définition si je n'ajoute pas que je suis toscan. Et la Toscane, c'est autre chose de la Sicile et de la Lombardie. Et vous le savez très bien. Mais si vous me dites Toscane à Florence, je vous dis stop, je viens de Pise. Et c'est autre chose. Ça fait 8 siècles de guerre entre nous, 8 siècles de tentatives des Florentins de nous dominer, donc Pise. Mais je vous ajoute que si vous ne dites pas que je suis européen aussi, je ne sens pas ma définition de mon identité complétée. Donc, je pense que l'Europe complète nos identités. Et donc, dans un monde hyper connecté d'identités multiples, est la vraie façon dans laquelle nous pouvons entrer dans le futur. Je vous remercie beaucoup.